Le procès des viols dits de Mazan s'est ouvert il y a 7 semaines et il doit se terminer dans 7 semaines environ. L'occasion, à mi-parcours, de faire un bilan sur le traitement médiatique de cette affaire en 10 points. Les médias ont tout d'abord montré une fascination pour le caractère hors norme de l'affaire. Ce procès hors norme qui s'ouvre tout à l'heure devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon. C'est un procès hors norme. Un procès hors norme. Le qualificatif semble justifié quand on regarde l'envergure du dossier, que ce soit le nombre d'accusés, 51, ou la gravité et la durée des faits. Et en même temps, une partie des médias s'est étonnée face à la monstruosité de cette affaire, de la banalité des mises en cause, des « Monsieur Tout-le-Monde » a-t-on un peu lu partout dans la presse. Je vous l'expliquais dans un édito, ce biais collectif a indigné une partie des voix de la scène féministe, car tous les médias n'ont pas systématiquement rappelé les chiffres des violences sexuelles et leur banalité. On parle bien de 114 000 victimes de violences sexuelles enregistrées, je dis bien, par an. Et parmi elles, à peu près 27 000 viols ou tentatives de viol. Selon l'association Nous Toutes, ce sont encore 250 femmes qui sont violées chaque jour. Un autre écueil ressort lorsque l'on met en parallèle le traitement du procès des viols de Mazan et une autre actualité survenue fin septembre, le viol et le meurtre de Philippine. Cette jeune fille violée et tuée par un homme sous obligation de quitter le territoire ou OQTF. La presse aurait pu profiter de cette double actualité pour s'interroger sur la notion de récidive, car dans le cas de Gisèle Pelicot, comme dans celui de Philippine, de précédentes plaignantes avaient déjà dénoncé les agresseurs pour des faits de violence sexuelle. Mais la presse ne l'a pas fait. À la place, le viol et le meurtre de Philippine ont été l'occasion pour un certain nombre de médias, souvent marqués à droite, plutôt de parler de l'immigration et du fait que son agresseur était sous OQTF. Autre comparaison intéressante, celle de l'affaire Jégou Oradou, du nom de ces 2 rugbymen français accusés d'avoir violé une femme en Argentine. Cette comparaison reflète une autre forme de 2 poids 2 mesures, celui concernant le crédit accordé aux victimes. On voit que la presse accorde une crédibilité importante au témoignage de Gisèle Pelicot. On dit qu'elle a été violée, les médias n'en doutent pas. En revanche, quand les mises en cause sont des hommes connus, la presse a tendance à minimiser les faits et le récit de la plaignante. Toutes les victimes, en somme, ne sont pas considérées de la même manière. Je vous le racontais dans un article cet été. La presse argentine, elle, a accordé beaucoup de place au témoignage de la plaignante. Plusieurs titres ont indiqué qu'elle avait fait une décompensation générale. En France, le ton adopté par la presse donne au contraire l'impression d'être soulagée de voir les rugbymen revenir en France et de voir les charges contre eux s'éloigner. Mais poursuivons avec Mazan. On note quand même dans le traitement médiatique de l'affaire certains progrès vis-à-vis du regard collectif porté sur les violences sexuelles. De grands médias se sont par exemple mis à parler de la honte qui change de camp ou de culture du viol. Le procès Pelicot a aussi permis de parler de soumission chimique au-delà du cadre festif, des piqûres en soirée ou du GHB, la drogue dite du violeur. Ces cas de figure étaient jusqu'ici surmédiatisés par rapport à ce que montrent les études. D'après l'Agence du médicament, 42% des cas de soumission chimique ont lieu dans la sphère domestique, contre environ 20% en contexte festif. Mais viennent d'autres questions. Les médias ont-ils eu raison de faire de Gisèle Pelicot un symbole de dignité? C'est un mot qui est largement revenu. Et on peut se demander déjà, Gisèle Pelicot le voulait-elle? Souhaitait-elle être érigée en symbole? Peut-on faire de quelqu'un, de ses attributs, de son physique, sa coiffure, ses lunettes teintées, un symbole sans son accord? Et puis sanctifier une victime, rappeler sa dignité, n'est-ce pas, en quelque sorte, insinuer que d'autres victimes ne seraient pas aussi dignes, qu'elles n'auraient pas la même valeur? Viennent encore les absences dans le récit médiatique du procès, et notamment le relatif silence concernant le cas de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot. Des photos d'elle dénudée ont été retrouvées dans les dossiers du mis en cause, son père, Dominique Pelicot. Elle assure ne pas s'en souvenir et émet l'hypothèse d'avoir elle aussi été droguée à son insu avant que son père ne prenne ses clichés. Selon le milieu féministe, ce volet du dossier aurait dû soulever la question de l'inceste, et ça n'a pas été le cas. Au fil du procès, la presse s'est aussi interrogée sur la manière de relayer le récit des accusés. Faut-il leur donner la parole? Alors, retranscrire ce qu'ils disent à la barre, oui, c'est un incontournable de la presse judiciaire, mais chercher des témoignages exclusifs des auteurs, comme l'a fait une partie de la presse, cela pose question. Quant à leurs arguments, les viols sans intention, les viols altruistes, les viols par inadvertance, a-t-on pu lire un peu partout. Cette collection de justifications que l'on a vu dans certains titres de presse
avec des guillemets, je le précise, a tendance à flouter, à brouiller la définition du viol. Car tous les médias n'ont pas systématiquement rappelé sa définition juridique. Et tous les médias n'ont pas systématiquement rappelé non plus que les arguments mobilisés par ces hommes n'avaient rien à voir avec la définition légale d'un viol. De la même manière, certains titres ont mis en avant les hommes qui avaient dit non à Dominique Pellicot. Sauf que ces médias l'ont fait sans toujours rappeler que la non-dénonciation de crime est un délit, puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. On voit enfin que les journalistes ont dû se mobiliser pour voir certains éléments du dossier, à savoir les vidéos d'une partie des faits, ceux pour lesquels les mis en cause refusent le terme de viol. Pendant quelques jours pourtant, il était question de ne pas laisser la presse et le public assister à la diffusion de ces vidéos. Finalement, le président de la cour criminelle a levé le huis clos, seulement pour les vidéos pour lesquelles cela pouvait servir à, je cite, « la manifestation de la vérité ». L'occasion de rappeler que pour faire leur travail, les journalistes ont besoin d'être au plus près du terrain, au plus près des éléments, et que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'ils agissent en collectif.